Quand Musk nous parle de lancer 1 million de satellites en orbite pour y installer des data centers, et qu'il glisse au passage la vision d'une première étape vers une civilisation de type Kardashev 2, donc c'est-à-dire capable de capter la puissance entière du Soleil, quand même, on rigole, on le prend pour un fou. Et on se dit, Musk fait du Musk. Sauf que cette fois, il n'est pas seul autour de ce délire de milliardaire. Quand on regarde qui est monté dans le train, on voit les choses différemment. La Chine, 12 satellites en orbite, la première grappe de constellation de calcul Three-Body, faisant tourner Qwen 3 d'Alibaba. Et il y a quelques jours, Pékin a inauguré son premier centre d'innovation dédié au calcul spatial. Google, avec son projet Suncatcher, est allé jusqu'à bombarder ses cartes de puissance de calcul, ses TPU, dans un accélérateur de particules pour vérifier qu'elles tiendraient bien sous les radiations auxquelles elles seraient soumises dans l'espace. Bezos, après avoir teasé des data centers d'1 gigawatt dans l'espace d'ici 10 à 20 ans, a déposé via Blue Origin une demande auprès du régulateur pour plus de 50 000 satellites de calcul en orbite. Et il ne manquait plus que Nvidia qui a dévoilé Space One Vera Rubin, un module de puissance de calcul pensé pour les futurs data centers spatiaux. D'ailleurs, fun fact, le patron d'AWS, le cloud d'Amazon, jurait que le projet de Musk était irréaliste, pendant que le fondateur de ce même Amazon saute les pieds joints dedans. Ah, le réel est parfois facétieux, mais c'est ce qui rend la vie si amusante. Donc, soit on se dit que les gens qui détiennent une part décisive de la puissance de calcul et une bonne partie du pouvoir à l'échelle mondiale ont complètement pété les plombs au même moment, soit ils ont tous vu venir la même chose et ils savent très bien à quelle sauce on finira manger si rien n'est fait. Déjà, sachez que ce que ces gens ont vu, ce n'est pas une opportunité dans le ciel, mais un plafond de verre. Avant d'aller plus loin, je me dois de tordre le cou à une idée reçue qui me fait bondir de ma chaise à chaque fois que je la vois passer. Non, l'IA ne va pas épuiser les réseaux électriques mondiaux. Même avec l'explosion attendue des data centers, leur consommation atteindrait environ 950 TWh d'ici 2030, soit un peu plus que toute l'électricité consommée par le Japon en un an. Alors oui, dit comme ça a l'air impressionnant, puisque le Japon ils sont nombreux, etc., etc. Mais rapporté au total mondial, on parle de quelque chose comme 3% de l'électricité mondiale. À l'échelle de la planète, l'IA ne fait donc pas exploser les compteurs et les factures. Le problème n'a jamais été la quantité, mais la concentration et la vitesse. Un bon gros data center IA consomme déjà autant que 100 000 foyers, mais les campus de nouvelle génération, ceux qui sortent de terre en ce moment, en réclament 20 fois plus, l'équivalent de 2 millions de foyers. 2 millions de foyers, mais au même endroit, tout de suite. Et là, forcément, le réseau électrique sur lequel on pose cette espèce de trou noir de puissance de calcul commence à couiner. Rendez-vous compte, construire une nouvelle ligne à haute tension prend 4 à 8 ans dans les économies avancées. Quant à arracher les permis pour une centrale et son raccordement, ça vous prend plus de 10 ans aujourd'hui aux États-Unis comme en Europe. Résultat, on estime qu'un projet de data center sur 5 risque déjà le retard, si ce n'est l'annulation, faute de réseau capable de le nourrir. Le voilà notre vrai problème, notre vrai plafond de verre. Et pour la peine, vous pouvez envoyer autant de milliards que vous voulez, vous n'allez pas faire surgir une ligne à haute tension et toutes les centrales de production d'énergie qui vont avec en un claquement de doigts. Mais ce n'est pas tout. Ce problème ne vient pas seul, reste aussi la question de la chaleur. Chaque watt qui entre dans un data center ressort à 99% sous forme de chaleur. Et plus vous densifiez les micropuces en allant chercher toujours plus petit en matière de puces, de mémoire ou encore pour les interconnexions, afin d'accélérer leur performance, plus le refroidissement vire au cauchemar. On en parlait d'ailleurs dans cette vidéo. Sur Terre, ça veut dire de l'eau et encore de l'électricité. Le seul site de Musk à Memphis devrait engloutir des millions de gallons d'eau par jour, rien que pour son refroidissement. On en est à un point où PJM, le plus grand opérateur de réseau électrique américain, discute désormais de règles où les data centers devraient soit financer ou alors apporter eux-mêmes de nouvelles capacités électriques, soit d'accepter d'être coupés si besoin pour éviter des blackouts. Et autant vous dire qu'un data center d'IA centralisé, coupé au mauvais moment, surtout pendant un entraînement, c'est une hypothèse difficilement acceptable. Pour les habitués de la chaîne, vous savez que j'aime à dire que le coût marginal de l'intelligence tend vers zéro et que la valeur se réfugie dans le physique, dans l'infrastructure. Et là, on finit par se confronter très rapidement à la rareté de la puissance électrique rigide. Alors au lieu de chercher des solutions pour des data centers décentralisés et flexibles en termes d'interruption, nos géants préfèrent lever les cieux vers l'espace. Mais alors, si un data center est déjà un enfer à faire tourner sur Terre, qu'en est-il à 500 km d'altitude ? Eh bien, ce qui est difficile sur Terre devient un cauchemar, car dans l'espace, personne ne vous entend crier.
Et oui, si vous avez la référence, c'est que vous êtes probablement vieux comme moi. Déjà, les radiations. Là-haut, vous n'avez plus d'atmosphère pour vous protéger. Rayons cosmiques et protons bombardent le silicium en continu, donc l'usure de tous les composants s'accélère au fil des mois. Et puis, vous avez les impacts instantanés. Une particule frappe, un bit peut se retourner. Et là, boum, vos calculs peuvent être corrompus, vous repartez à zéro. L'un des gros problèmes, c'est ça. L'espace peut griller les puces, ou pire, corrompre les calculs sans que personne ne s'en rende compte. Enfin, en termes de collision, plus vous avez de satellites, plus vous avez de débris spatiaux, plus les risques de collision bien physiques augmentent. Or, plus vous saturez l'orbite, plus vous risquez des accidents. Et un seul satellite peut engendrer des milliers de petits débris qui mettent en risque tous les autres. Dans le pire des scénarios, une orbite donnée pourrait devenir inutilisable. Sachez qu'à ce jour, on ne sait pas nettoyer une orbite. L'Agence spatiale européenne recense environ 45 000 objets suivis et surtout plus d'1,2 million de fragments entre 1 et 10 cm. Inutile de vous dire qu'après de 28 000 km/h, même un débris minuscule devient une munition. Et là, vous êtes en train de nous dire qu'on va ajouter jusqu'à 1 million de satellites en orbite basse, là où le trafic explose déjà? Eh oui, il y a des projets et des idées en la matière, et on va en parler. Ensuite, notre refroidissement. Intuitivement, ça semble réglé, l'espace est glacial, dit-on, proche du zéro absolu, il est vrai. Sauf que, c'est pas si ça. Vous voyez un thermos? Ce qui garde votre café chaud pendant des heures, c'est le vide entre les parois. Eh oui, parce que le vide, ça isole. Eh bien, votre data center flotte dans ce même vide. Alors, pas d'air, donc pas de convection, ni de conduction. Personne à qui refiler la chaleur par contact. Elle ne peut se diffuser que par rayonnement. Et ça, c'est pas magique. Ça demande énormément de surface. Dernier point, plus un corps est chaud, plus il rayonne. Or, un GPU, c'est pas le soleil non plus, c'est quelques dizaines de degrés. Et c'est là qu'interviennent les radiateurs spatiaux. De grandes surfaces déployées depuis le satellite vers lesquelles on achemine la chaleur des serveurs et la rejette vers l'espace profond. En gros, plus vous produisez de chaleur, plus il vous faut de surface pour l'évacuer par rayonnement. Une étude parue en avril dernier a modélisé qu'un data center orbital d'un seul mégawatt de calcul aurait besoin d'environ 2500 mètres carrés de radiateurs. Multipliez ça par un data center qui se chiffre en centaines de mégawatts et vous obtenez une multitude de satellites et de radiateurs à perte de vue. Et ce n'est pas tout, at least but not last, vous avez également la maintenance sur le dos. Au sol, un GPU dépassé peut être remplacé, revendu ou rebasculé sur des usages moins exigeants. En orbite, vous pouvez vous brosser. Le satellite reste là plusieurs années en l'état, content ou pas content. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de désorbiter le satellite pour le faire brûler dans l'atmosphère. Donc en gros, vous jetez tout, les GPU, la mémoire qui coûte si cher en ce moment, le système de refroidissement, tout part en fumée. Et ça, pour les écolos, c'est pas très Charlie. Idem pour les pannes sur Terre, quand votre carte graphique lâche, le technicien débarque et la change en 20 minutes. Mais à 550 km d'altitude, personne ne va se satelliser en orbite pour intervenir. Donc, on fait comme on peut, et si le système est compromis dans son ensemble à cause d'un tout petit élément critique, on désorbite et on envoie tout cramer. Dit comme ça, je comprends qu'on prenne Musk pour un fou, forcément. Ouais. Enfin, parlons prix, parce que le poste qui commande une grande partie de l'équation, c'est le lancement. Tout le projet repose donc en très grande partie sur Starship, qui est aujourd'hui le maillon critique. Parce que le moindre retard sur sa cadence décale dans le temps l'exécution du projet. Bon, alors vous me direz que SpaceX a 100 milliards de cash devant lui, donc ils ont un peu le temps, c'est vrai. Mais quand même, on comprend alors le paradoxe de la position d'Elon Musk. D'un côté, il qualifie l'idée des data centers spatiaux d'évidence, il affirme même que l'espace deviendra l'environnement le moins cher pour l'IA d'ici 2 à 3 ans, mais de l'autre côté, il admet face à Wall Street que l'exécution technique est si complexe que le risque d'échec reste très élevé. Radiation, chaleur, débris, une facture démente et les bâtisseurs eux-mêmes qui doutent. N'importe quel esprit raisonnable range ça dans la case « impossible, foutez-moi la paix ». Mais justement, depuis quand cette course est-elle menée par des gens raisonnables? On parle de personnes qui réutilisent des fusées, quand même, industrialisent l'orbite, construisent des data centers à l'échelle d'une centrale électrique et dépensent des centaines de milliards sur des modèles d'IA que personne ne comprend vraiment. C'est bien pour ça que le mot « impossible » n'a jamais suffi à les arrêter jusqu'à aujourd'hui. Sachez que les problèmes qu'on vient d'énumérer, et vous vous doutez bien que j'ai tiré à gros traits parce qu'on va pas passer la journée à tous les lister, ne sont pas forcément insolubles. Ils sont durs, très durs. Mais dans une certaine mesure,
ils seront peut-être atteignables. Reprenez les radiations qui va griller vos puces. Google a passé ses TPU Trillium dans un faisceau de protons de 67 mégaélectronvolts pour simuler les radiations de l'orbite basse. Résultat, bah oui, il y a des erreurs à gérer, c'est sûr, notamment côté mémoire. Mais les puces tiennent beaucoup mieux que prévu. Aucune panne définitive, même à des doses supérieures à ce qu'elles subiraient en 5 ans d'orbite protégée. StarCloud, de son côté, a déjà envoyé des Nvidia H100 en orbite. Et bah figurez-vous que ça marche pas si mal, ça a servi à faire de l'inférence et à entraîner un petit modèle. Alors oui, c'est pas encore un data center, mais ça montre qu'on peut faire tourner du calcul IA moderne directement en orbite. Pour ce qui est de l'obsolescence, on va pas satelliser un technicien pour aller remplacer une carte en orbite. Non, on renouvelle l'infrastructure par vague. C'est la logique de Starlink. On compense par la cadence de lancement. Alors c'est plus cher, mais ça marche. Le solaire maintenant. D'après Google, dans la bonne orbite, un panneau solaire produit jusqu'à 8 fois plus que sur Terre. Alors ça, ce sont les chiffres de Google. Des analyses plus prudentes parlent autour de 3 à 5 fois, selon l'orbite et le point de comparaison. Mais peu importe, parce que même là, l'avantage reste énorme. À surface égale, le même panneau solaire produit donc beaucoup plus d'énergie utile qu'au sol. Et en plus de façon continue. On n'est jamais interrompu par la météo ou la nuit. Enfin, concernant le refroidissement, là on sent que c'est quand même plus tendu. Oui, on peut évacuer la chaleur par rayonnement vers l'espace profond. Mais le poids et la surface des radiateurs restent largement débattus. StarCloud par exemple jure que ces radiateurs seront plus petits que les panneaux solaires. Mais de l'autre côté, les sceptiques répondent qu'ils peuvent très vite devenir énormes, peser lourd et ajouter des milliards à la facture. Les partisans regardent le soleil, les sceptiques regardent la balance, et au milieu il y a le juge de paix, le lancement. Là encore, je m'en remets à Google. Si le lancement en orbite basse passe sous les $200 par kilo, autant dire qu'on n'y est pas, ce qu'ils envisagent vers le milieu des années 30, alors un data center spatial pourrait commencer à rentrer dans le même ordre de grandeur qu'un data center terrestre, au moins sur la dimension du coût énergétique par kilowatt et par an. Bon, pour l'instant, comme je le dis, on n'y est pas. Dans ces simulations, Google part donc sur un coût de $3600 le kilo, comme proxy du coût actuel. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, parce qu'avant de construire un data center orbital rentable, il faut déjà prouver que la chaîne fonctionne. Envoyer du hardware, le faire survivre, le connecter, traiter des données là-haut, communiquer avec le sol et voir ce qui casse. Eh bien, c'est ce qu'ils font. En janvier dernier, Axiom a placé ses 2 premiers nœuds de data center en orbite basse, et Google, de son côté, prévoit avec Planet 2 satellites prototypes d'ici début 2027 pour tester ces TPU en orbite et les communications haut débit entre satellites. Et oui, on a besoin de communication à haut débit entre les satellites, justement pour pouvoir répartir la quantité d'informations qu'on va faire redescendre sur Terre. Mais ça, je vous en parlerai dans un autre épisode. Donc, pour quelque chose d'impossible, on voit quand même des gars bien motivés avec des idées qui sont pas non plus complètement délirantes. Mais je vais vous dire, je ne pense pas qu'il parie vraiment que l'espace va marcher ou sera bien plus rentable que sur Terre. Je pense surtout qu'il s'assure contre la Terre. Regardez la symétrie. Le coût pour essayer est plafonné. Quelques milliards. Bon, ok. Beaucoup de milliards, des satellites qui finiront par se consumer, des prototypes ratés, des radiateurs trop lourds, des puces à durcir, des lancements à enchaîner, et beaucoup de problèmes que vous n'aviez même pas anticipés pointeront leur bout de leur nez. Mais au final, le coût de ne rien faire, lui, est potentiellement bien plus grand, voire illimité. Votre rival prend une option sur le calcul hors sol, pendant que vous restez coincé derrière des réseaux qui ne s'étendent pas assez vite, des permis qui n'arrivent pas, des centrales qui ne se construisent pas assez vite non plus, et des data centers que tout le monde veut, mais que personne ne veut vraiment avoir à côté de chez soi. Et vu comme ça, impossible de faire des data centers dans l'espace devient presque un risque acceptable, parce que potentiellement, c'est la recette à l'immobilité. Et d'ailleurs, le patron de StarCloud explique lui aussi que la seule raison de faire ça, ce sont les contraintes qu'on subit ici, sur Terre. Après, il faut quand même rappeler une chose, tous ces calculs économiques n'ont de chance de marcher que si le lancement de kilos en orbite devient massivement bon marché. Et pour l'heure, une machine concentre presque toute cette promesse à grande échelle, Starship. Alors ce ne sont pas les seuls à lancer des fusées, chez SpaceX on est d'accord. Mais si on parle de changer d'ordre de grandeur du coût au kilo, pour passer de plusieurs milliers à quelques centaines de dollars, aujourd'hui le pari central, c'est Starship. Le point que tout le monde doit traverser, parce que oui, celui qui tient la fusée tient l'orbite. Tout cela porte donc à croire en effet que cette ruée vers l'espace n'est pas une opportunité en plus à saisir, mais bien une fuite de la Terre et de sa pénurie.
Et si on y réfléchit bien, tout cela revient surtout à échanger une bataille contre une autre. En bas, le goulot, c'était les térawatts, les permis et les raccordements. Là-haut, il devient plus petit, plus abstrait et beaucoup plus étrange. Quelques bandes orbitales, une tranche de spectre radio et une fusée pour les remplir. Parce qu'ils ne visent pas l'espace en général, ils visent des orbites très précises. Le rail le plus convoité, c'est l'orbite héliosynchrone aube-crépuscule. Celui qui permet de rester presque en permanence exposé au soleil. Google la vise avec Suncatcher, StarCloud dépose pour 88 000 satellites de demande, Blue Origin 51 600, la Chine, dans cette même logique, vise 2800 satellites de calcul. Et SpaceX, lui, dépose pour un système pouvant aller jusqu'aux millions de satellites. Ah, on reconnaît le goût pour la modération d'Elon Musk, hein. Il est omniprésent dans toutes les fiches. Autrement dit, tout le monde tourne autour de la même rareté. Du soleil quasi continu, des orbites exploitables, du spectre et assez de fusées pour occuper le terrain avant les autres. Si vous pensez toujours que ce que je viens de raconter relève du délire, regardez simplement la paperasse réglementaire. L'Union internationale des télécommunications parle d'un nombre de dépôts qui explose pour les grandes constellations non géostationnaires. Elle évoque des constellations de dizaines ou de centaines de milliers de satellites, parfois même plus d'1 million. Et écrit noir sur blanc que la croissance des méga constellations, les idées de data centers orbitaux changent radicalement l'échelle de l'activité en orbite. On aura beau me répéter que tout ça n'est qu'un pitch de milliardaire, et c'est peut-être le cas, force est de constater que c'est devenu une vraie file d'attente réglementaire. Et en parlant du régulateur, eh bien il est en train de courir le pauvre. L'année dernière, la FCC a lancé une procédure pour rendre disponible plus de 20 000 MHz de spectre aux services satellitaires. Puis, cette année, elle a ouvert une autre procédure, un texte qu'elle a elle-même intitulé, et ce n'est même pas une blague, « L'abondance spectrale pour les trucs spatiaux bizarres ». Même le langage administratif commence à reconnaître que de nouveaux objets arrivent en orbite plus vite que les catégories réglementaires classiques. Et oui, une fois de plus, qui tient la fusée tient l'orbite, et qui tient l'accès à l'orbite pourrait bien détenir une partie du futur de la puissance de calcul. Et la puissance de calcul, on l'a répété 100 fois, c'est la matière première de tout ce qui vient ensuite. Pour en apprendre plus sur les raisons qui pourraient justifier à long terme cette course à la puissance de calcul, allez voir cette vidéo.